Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Rendez-vous, le podcast de Priméo Énergie pour explorer les grands défis de la transformation énergétique en compagnie de Cédric Christman. Cédric, bonjour. Bonjour Claudia. Alors vous êtes le CEO de l'une des plus grandes entreprises suisses d'approvisionnement en énergie. Le siège se trouve à Münchenstein, c'est près de Bâle. Mais pour cet épisode, nous sommes dans les locaux parisiens de Priméo Énergie, où là, vous nous avez fait le plaisir d'inviter Tarek Ben Mansour. Bonjour Tarek. Bonjour Claudia. Alors vous êtes le responsable, je prends mon souffle, du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, et directeur médiation, prévention et cohésion sociale de la mairie de Villiers-sur-Marne, c'est dans le département du Val-de-Marne. Alors, si vous êtes là tous les deux, c'est pour évoquer un sujet hautement sensible, c'est celui de la précarité énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par précarité énergétique? Comment sensibiliser la population de quartiers défavorisés aux éco-gestes? Comment accompagner les foyers pour implanter des mesures d'efficacité énergétique? Ce sont les quelques questions qui vont nous guider dans cette discussion. Quant à moi, je suis Claudia Noira, je suis journaliste et je me réjouis de parler sécurité, lien social et bien sûr facture d'électricité. Alors Cédric, franchement, quand on pense à la Suisse, on pense plutôt à un pays riche, où tout le monde vit dans un monde idyllique, c'est le paradis sur Terre. Alors pourquoi parler de précarité énergétique? Alors c'est vrai, et quand on regarde le produit intérieur brut par tête, qui est en Suisse de 61 000 $, la Suisse est 10e, et c'est un pays riche, tout le monde pense que c'est un pays riche, et qu'on compare ça avec la France, pays dans lequel on est, qui est classé 29e, où le PIB par tête est aux alentours de 43 000 €, 44 000 €, 44 000 $, c'est à peu près la même chose. On se dit, mais pourquoi est-ce que c'est un problème? Mais quand on regarde les seuils de pauvreté, c'est assez intéressant, il y a à peu près 13 à 14% de la population française, mais aussi suisse, qui est en deçà du seuil de pauvreté. Et comment est-ce qu'on mesure ce seuil de pauvreté? C'est à peu près 60% du salaire médian disponible. Alors c'est vrai que ça fait 1,2 million de personnes en Suisse et 9,3 millions de personnes en France, mais ça fait beaucoup de personnes en Suisse aussi. Et on ne réussira pas la transformation énergétique qui coûte de l'argent sans impliquer ces gens et sans avoir un œil sur la capacité aux gens de payer. On veut tous faire de l'efficacité énergétique, on se dispute un petit peu sur la sobriété énergétique, mais on est tous d'accord pour devoir et vouloir éviter la précarité énergétique. Les gens qui ne sont pas en mesure de payer leurs factures d'énergie. Alors on est tous d'accord, Tarek, vous êtes donc dans le quartier notamment prioritaire des Hautes-Noux, à Villiers-sur-Marne. Là, la réalité du terrain, c'est laquelle? Quand vous êtes en contact avec la population, si on parle de précarité énergétique, on parle de quoi? D'impayés, d'inconfort, d'appareils vétustes, tout ça à la fois? Ouais, non, je pense que c'est un tout. Alors peut-être juste quand on parle de précarité énergétique, moi j'ai tendance à dire que les quartiers prioritaires, ce sont les oubliés de la précarité énergétique. Que bien souvent ces populations qui cumulent déjà bon nombre de difficultés, qu'on classe bien volontiers dans la politique de la ville, c'est-à-dire que on a bien compris que dans les quartiers il y avait une différence en matière de précarité, en matière de famille monoparentale, de réussite éducative au détriment du reste de la ville. Donc là, je pense que l'augmentation de l'énergie vient de s'ajouter en plus à toutes ces difficultés. Il est quand même important d'essayer de vulgariser, de rendre accessible la précarité énergétique à un public bien souvent qui cumule bon nombre de difficultés, la barrière de la langue, la fracture numérique aussi. Donc je trouve le projet en tout cas proposé par Priméo Énergie d'investir les quartiers prioritaires sur cette thématique-là me semble être plus qu'essentiel. Justement, pourquoi Priméo Énergie quelque part à choisir de s'investir précisément à Villiers-sur-Marne? Parce qu'il a trouvé le partenaire idéal? On a très certainement trouvé le partenaire idéal. On a commencé à Strasbourg avec des appartements témoins quand on a fait des réseaux de chaleur pour essayer de maîtriser les coûts de l'énergie, parce que quand on transforme, quand on passe de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable, ça coûte plus cher. Et donc, si on veut compenser ce coûter plus cher, il faut éviter de gaspiller l'énergie. Je le dis toujours très simplement, l'énergie qui n'est pas produite et qui n'est pas consommée, c'est la moins chère. C'est probablement la plus décarbonée. Donc, il faut absolument faire ces gestes qui sont nécessaires. Les populations qu'on adresse viennent de pays où l'énergie qui est peu disponible, elle est gratuite. Le soleil n'envoie pas de facture.
Et donc, il faut les sensibiliser à cette capacité à interpréter la maîtrise de l'énergie. C'est ce que fait Tarek et son équipe. Et pour nous, c'est extrêmement important. C'est important d'accompagner les gens sur le terrain parce que on fera la transition énergétique dans les territoires et avec les territoires et les gens. Et on est une coopérative, donc on a un peu ça dans l'ADN quand même. Tarek, comment concrètement, justement, allier, j'allais dire, cette thématique de la précarité énergétique, des éco-gestes à un quartier défavorisé, un quartier prioritaire? A priori, ce ne sont pas deux thématiques si évidentes que ça. En tout cas, les accointances ne sont pas si évidentes. Alors, comment on réussit, au fond, à sensibiliser la population? Alors, moi, Claudia, pour répondre de façon un peu détournée à votre question, mais je trouve que la précarité énergétique, en tout cas les éco-gestes, la maîtrise énergétique, c'est un peu comme la culture. Ça a du mal vraiment à venir dans nos quartiers prioritaires. Souvent, on parle de rendre accessible la culture. C'est bien beau, en théorie, mais en pratique, comment ça se concrétise sur le terrain? Et donc, il y a véritablement tout un travail à faire de se dire comment on arrive à animer, à rendre visibles des actions, à les vulgariser pour que les gens puissent se les approprier et surtout, comme disait Cédric, assurer ce travail de continuité et d'accompagnement du public. Il ne s'agit pas de faire des one-shot avec des actions, des opérations séduction. Il s'agit vraiment de prendre en considération les besoins du public et de les accompagner à être, j'allais dire, non pas spectateurs de leur consommation, mais acteurs de leur consommation. Ça veut dire que qu'est-ce qui rend véritablement crédible et pertinente l'action faite dans les Hautes-Noues? Alors c'est un tout. Quand Cédric nous a parlé de ce projet fort intéressant, on s'est dit comment on peut le mettre en place. L'association DPF a proposé un parcours insertion. Et c'est là toute la différence. On a plein d'acteurs associatifs qui mettent en place des actions sur cette thématique-là, mais c'est des one-shot. Alors que le parcours insertion, c'est 6 mois. Pendant 6 mois, on a des jeunes du quartier qui vont proposer des actions auprès des habitants. Donc, ils deviennent des visages familiers et ils peuvent mettre en place ce travail de continuité pendant 6 mois. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est tellement intéressant que ça a été valorisé par des partenaires institutionnels et bien d'autres. Cédric, justement, le fait que des jeunes soient impliqués, qu'on s'attaque en fait à cette population-là, c'est aussi un moyen d'accélérer un peu les choses. Et c'est de passer d'une génération à l'autre. On fait ça en Suisse avec 4500 enfants qui viennent chaque année faire des petits ateliers d'énergie. Ils font des voitures, des petits avions en basa avec des panneaux photovoltaïques dessus. Mais ce sont aussi des plus jeunes qu'on appelle les scouts de l'énergie, qu'on vient sensibiliser au thème de l'énergie. Les gens ne font pas la différence entre kilowatt et 1 kilowattheure. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Donc, pour maîtriser les gestes, pour comprendre ce que c'est que de l'énergie, on dit, il faut d'abord isoler les maisons. C'est les fenêtres, c'est les toits. 70% de l'énergie passe par le toit, donc c'est d'abord le toit. C'est bien entendu aussi les fenêtres. C'est, par exemple, remplacer des produits énergivores, des frigos, des télévisions, mais peut-être aussi des ampoules. C'est ça qu'on fait, et c'est ça qu'on leur dit de faire. Et c'est faisable. Et c'est Tarek et son équipe qui les accompagnent. Et quand c'est des gens du quartier, c'est bien plus simple. Et quand on a des exemples concrets, c'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. Alors ce porte-à-porte un peu, cette façon d'aller à la rencontre des habitants dans ce quartier prioritaire, j'allais dire, ça passe crème, comme diraient les jeunes. Ça passe très crème. Ça passe très crème, et je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Vraiment, aujourd'hui, quand on fait du porte-à-porte, on a cette image du commercial qui vient, à qui on n'a pas envie d'ouvrir la porte. Alors que quand on a des jeunes qui s'investissent sur des actions pérennes en direction des seniors, en direction des publics jeunes, etc., ils deviennent couleur locale, quoi. Et quand je dis couleur locale, ils deviennent des éléments, des acteurs du quartier, quoi, et non pas des personnes extérieures. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, il y a un phénomène très très fort qui s'est développé depuis quelques années, c'est celui du street pooling. On sait qu'avec les canicules, les fortes chaleurs, l'été, désormais, voilà, on cherche des sources de rafraîchissement pour nos auditeurs et nos auditrices. Le street pooling, c'est quand on va s'attaquer aux bornes d'eau. Comment vous avez réussi à intégrer cette thématique dans la prévention énergie plus sécurité ? Moi, j'ai tendance à dire que si jamais on veut coller aux réalités de terrain, il faut faire des actions qui soient concrètes. C'est bien de faire des actions sur les éco-gestes, mais quand elles sont dénouées de ce qui se passe sur le quartier, sur le terrain, elles n'ont pas de sens. Là, ce qui pollue considérablement, par exemple, les habitants du quartier pendant les périodes estivales, c'est ce street pooling, piscine à ciel ouvert, où tout le monde profite pleinement de l'eau qui est gratuite, qui semble être inépuisable pour les gens qui cassent les bornes d'incendie, alors que c'est pas le cas. Nous, notre objectif avec DPF, c'est de sensibiliser à la fois les parents et aussi
les jeunes sur ces pratiques qui sont dangereuses, qui sont punissables par la loi, mais qui peuvent aussi causer des dommages collatéraux, quoi. C'est-à-dire que quand les bornes d'incendie sont cassées, c'est autant d'eau que les pompiers ne peuvent pas utiliser en matière de sécurité. Et puis c'est de l'eau qui est répartie financièrement sur tous les locataires du parc immobilier. Donc voilà, ça a un coût. Ça a un coût. Donc cette gratuité. L'histoire du coût doit vous parler, Cédric, en tant que fournisseur d'énergie. Ce gaspillage, c'est quelque chose d'important, de faire comprendre que c'est aussi dangereux de le faire. Bien sûr. Et je reviens sur le thème de l'eau, si vous le permettez, Claudia. Parce que l'eau, nous, énergéticiens, on la stocke. C'est une façon de stocker l'énergie et on la turbine. Là, l'eau, et les gens le comprennent assez mal, il y a un rapport qui vient de sortir de l'Agence européenne de l'environnement qui dit que 30% des territoires européens et 34% des populations qui vivent sont en stress hydrique. Manque d'eau en Europe. En Europe, on recycle à peu près 4% de l'eau qu'on consomme. Quand on flush nos toilettes, c'est entre 4 et 5 litres d'eau, on flush nos toilettes avec de l'eau potable. Dans beaucoup de pays, c'est une hérésie. Quand on nettoie les rues, c'est avec de l'eau potable. Donc il va falloir qu'on invente des façons vraiment d'utiliser l'eau différemment, parce que sinon il n'y en aura plus. Et donc vivre sans eau, c'est compliqué. Et avec des panneaux photovoltaïques, par exemple, on peut faire des ombrières sur des parkings, mais aussi dans des quartiers. Et donc c'est de protéger les gens du soleil. Donc refroidir avec des pompes à chaleur, quand on fait des puits d'à 200 mètres, la pompe à chaleur, elle fait deux choses. Elle arrive à chauffer le logement, mais elle arrive aussi à refroidir le logement, ce que n'arrivent pas à faire les énergies fossiles. Donc quand on est un petit peu imaginatif et quand on utilise un peu la technologie qui est disponible, on arrive à faire des choses et créer du confort. Donc la transformation énergétique, elle apporte aussi du confort aux gens. Et aux plus faibles, les personnes âgées ou ceux qui n'ont pas l'argent pour le faire. Et là, il faut qu'on arrive à convaincre les gens qui sont propriétaires immobiliers pour faire cette transformation avec nous. On peut les accompagner, notamment dans les quartiers défavorisés. La notion de confort, j'aimerais y rester un tout petit peu parce que quand on parle d'éco-gestes, on parle un peu de sobriété quand même, c'est d'avoir des gestes et ça induit un peu une notion de manque, de restriction. Pour des gens qui ont déjà pas grand-chose, c'est peut-être contre-productif cette imagination-là, en fait, cet imaginaire. Donc comment on va le changer, en fait, le storytelling, comment on le change ? On le change avec beaucoup de patience et beaucoup d'actions, des actions qui se concrétisent par de l'échange, de la collaboration avec les habitants, avec Cédric l'a dit à juste titre, l'eau, il y a dans le livre d'ailleurs Nous et l'énergie que vous avez ici qui retrace un peu ce parcours, il y a un père de famille qui explique que en Algérie, il explique toutes les méthodes qu'il a trouvées, toutes les subtilités pour faire des économies. Et il disait à juste titre qu'en France, quand on se brosse les dents, on ouvre bien volontiers le robinet et on le laisse couler à flot, alors que dans certains pays où on fait 3-4 kilomètres pour aller chercher l'eau, qui est multifonction, elle sert à faire à manger, elle sert à se laver, etc. Eh bien, on a le respect de la goutte d'eau carrément, ce qu'on n'a pas ici en France. Donc on essaye de leur expliquer, de favoriser des rencontres entre cette génération de parents qui ont aussi un message à faire passer à d'autres qui profitent pleinement de ce qu'ils pensent être inépuisable, alors que non, il faut qu'on en soit les garants. Donc c'est véritablement dans les deux sens que ça fonctionne. Ces jeunes qui sont formés et l'ancienne génération qui a son regard à apporter sur ces éco-gestes. Tout à fait. Dans ce parcours insertion, on forme ces jeunes sur les éco-gestes et la maîtrise énergétique. On leur donne les moyens de pouvoir avoir des idées, de les transformer en projets d'animation. On les fait travailler sur leur parcours d'insertion. On leur offre la possibilité de passer des formations comme le BAFA à l'animation, parce que ça permet de mieux animer les projets qu'on va faire valoir sur le quartier et de proposer un certain nombre d'actions. Là, il y a quand même une multitude. Là, on parle du street pooling, mais les actions qui ont été développées sur le street pooling, elles sont conséquentes, elles sont même novatrices. C'est-à-dire que DPF a mis en place avec Priméo Énergie la distribution de kits de rafraîchissement. Alors ces kits de rafraîchissement, ça peut sembler basique, mais personne ne le fait. C'est-à-dire qu'on distribue des sacs à la population avec à l'intérieur des casquettes, lunettes de soleil, de la crème solaire, éventail, la liste de tous les lieux où il y a de la climatisation. Et en discutant et en échangeant avec les gens, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de zone d'ombrage sur le quartier.
que le quartier, c'est une véritable passoire énergétique dans tous les sens du terme. Quand il fait chaud, il fait trop chaud à l'intérieur des appartements. Quand on sort à l'intérieur, on n'arrive pas à trouver des zones d'ombre. Donc, DPF a proposé d'acheter des chaises pliables avec des parasols et des piscines. Et on travaille avec le service des sports de la ville, avec des maîtres nageurs, pour mettre à disposition ces piscines dans le parc Friedberg pour éviter l'ouverture de ces bouches à incendie qui polluent considérablement le mieux vivre ensemble. On a aussi fait une formation qu'on a proposée aux acteurs de terrain pour les sensibiliser sur ce que c'est le street pooling, quoi. Parce que, alors, on les a sensibilisés avec la police municipale, la police nationale, les pompiers, des parents, des bailleurs aussi, parce qu'on les mobilise, les bailleurs, hein, sont quand même un acteur incontournable. Et toutes ces actions ont permis de faire en sorte qu'il n'y ait aucune bouche à incendie qui a été ouverte cette année. Je vous parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans. Donc ça, c'est typiquement des actions où on arrive à mesurer l'impact de ce qui est fait. Donc du côté de Priméo Énergie, on doit se dire j'ai un véritable pouvoir ou un levier pour faire avancer certaines causes. Des causes qui nous sont chères. C'est le mieux vivre ensemble. Quand on est une coopérative, on s'occupe des gens qui sont autour de nous. Et pour nous, c'est important parce que on appartient à ces gens-là. On appartient à nos clients. Et nos clients, ce sont aussi ceux qui sont dans les quartiers défavorisés. Quand ils sont clients de chez Priméo Énergie, il faut qu'on s'en soucie. C'est extrêmement populaire chez les énergéticiens de faire du renouvelable. Ça les peut de faire en fait de l'énergie dans les quartiers défavorisés. Et je pense que c'est important de le faire parce que c'est une population qui a été touchée par la crise énergétique, qui est touchée par ce qui se passe actuellement. Et donc, il faut qu'on soit présent quand ça va moins bien. Et c'est dans notre ADN de coopérative. Et Priméo Énergie agit ici, évidemment, en France, mais agit aussi en Suisse pour... Bien sûr. Ça revient au sujet dont on a parlé au départ. On pense que la Suisse, il n'y a pas de quartier défavorisé, mais c'est pas vrai. Et donc, donner accès à ces gens-là, que ce soit des gens qui sont d'un certain âge ou des gens qui sont effectivement dans des situations ou des familles monoparentales, il faut des soutiens. Et dans le monde digitalisé dans lequel on vit, couper des gens avec des compteurs intelligents, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'appuyer sur un bouton, et c'est ce qu'on veut pas, nous. Alors on le fait, on a des compteurs intelligents. On a 60% de compteurs intelligents dans notre territoire historique de desserte en Suisse. Peut-être expliquer ce que c'est un compteur intelligent. Un compteur intelligent, c'est un compteur qu'on peut piloter à distance, qui arrive à faire 2 choses. Il arrive en fait à enregistrer ce qui est produit sur site, mais exactement ce qui est consommé. Donc ce sont des compteurs qui sont pas analogiques, mais qui fonctionnent avec un petit ordinateur à l'intérieur pour simplifier les choses et qui est communicant. Donc en fait, qui communique avec l'extérieur, avec le réseau électrique, avec Priméo Énergie dans ce cas-là. Et il est pilotable à distance aussi. Pilotable à distance, ça enlève la partie humaine. Dans le temps, quand les gens allaient récupérer l'argent chez nous, parce qu'il y avait des gens, évidemment, il y a des impayés aussi chez nous, on allait encaisser. Et pour couper les compteurs, il fallait déplomber les compteurs. Donc, il fallait enlever les plombs. Et les gens ne pouvaient plus consommer. Et aujourd'hui, tout ça, on n'a plus besoin de le faire. On ne va plus voir les gens. On le fait à distance, on appuie sur un petit bouton et ça déshumanise la relation client. Et comme on appartient à ces gens-là, on essaie de réimaginer une façon de faire sans se cacher derrière notre ordinateur, c'est d'aller les voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Si je puis me permettre, Claudia, je voulais juste rajouter un certain nombre d'actions sur le fait que, là on parlait de l'énergie, de l'eau. Je sais que DPF a mis en place aussi des manifestations événementielles pour attirer les parents avec des structures aquatiques. Et donc le choix des structures, c'est pas anodin. Des stands de sensibilisation qui sont faits avec des partenaires pour pouvoir mobiliser à la fois les parents et les jeunes sur cette problématique-là. Et ils font ce que j'appelle moi la démarche d'aller vers. Ils font beaucoup d'actions de sensibilisation pied d'immeuble. Ils vont sur les lieux de vie. Et je pense que c'est ce qui manque souvent quand on fait de l'information sur les éco-gestes ou d'autres thèmes d'ailleurs. On attend que ce soit les gens qui viennent vers nous. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à venir vers les institutions. Donc là, on a développé la démarche d'aller vers, on va vers les gens, on va sur les lieux de vie, on nous voit, on nous identifie, ils ont des anoraks Priméo, ils font des actions sur le terrain, et c'est devenu vraiment des acteurs incontournables. Il y a quand même une réalité, c'est que dans ce quartier prioritaire, les logements sont plutôt vétustes, ils devraient être rénovés, et c'est là aussi que le bas blesse, parce que ça, ce sont des financements. Il y a quelques subventions qui sont possibles, notamment par le biais de ma prime Rénov', mais là, ça revient depuis le mois de septembre, mais avec des conditions beaucoup plus resserrées, moins de dossiers, donc ça veut dire que ça freine encore cette rénovation qui permettrait
en fait, de réduire la facture d'énergie. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, il existe plein de dispositifs, mais encore une fois, ces dispositifs d'État ont du mal à se frayer un chemin sur nos quartiers. Je prends juste, par exemple, les visites énergie, qui sont portées par l'ALEC, qui est l'agence locale d'électricité, avec Maîtriser votre énergie, qui est une émanation du conseil départemental, qui normalement accompagne les habitants à trouver des alternatives et des solutions sur des problématiques de consommation d'énergie qu'ils auraient. Donc, MaPrimeRénov' et bien d'autres. Le seul souci qu'ils ont, c'est que sur le territoire villiérain, il y a qu'une quinzaine de personnes qui en a profité. Et quand je demande à l'ALEC MVE combien de gens sur le quartier prioritaire ont pu avoir ces visites énergie, il y en a 0. Donc ça prouve qu'il y a tout un travail à faire, et c'est ce que fait DPF avec l'ALEC MVE. L'ALEC MVE qui a bien repéré que DPF était vraiment un acteur de proximité et qui utilise cet acteur de proximité pour faire valoir des dispositifs qui pourraient être utiles pour des habitants. Alors cette histoire de rénovation de bâtiments, elle existe aussi en Suisse, avec un programme bâtiment qui est fédéral, mais qui, comme beaucoup de choses actuellement, est concerné par les restrictions budgétaires qui sont planifiées. Est-ce que ça va freiner aussi en Suisse la transformation du parc immobilier et donc les économies d'énergie à faire ? D'abord, je crois que Tarek parlait d'une chose qui est importante pour moi. Nous, on sait vendre de l'énergie. On s'est posé longtemps la question si on savait la vendre. Aujourd'hui, on se pose la question si on sait conseiller les gens. C'est pas la même chose de vendre et de conseiller. Conseiller, ça vient avant de vendre. Et conseiller, c'est d'accompagner le client. Et donc, on essaie vraiment de développer ça, le conseil en énergie. En Suisse, on le fait avec le canton et avec d'autres sociétés qui sont les sociétés cousines sur le canton de Bâle-Campagne, et on essaie de le développer sur le canton de Soleure. Et on le fait depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est vrai, à partir de 2027, les contributions fédérales vont baisser. Et la question pour nous, c'est de savoir est-ce que on doit nous renforcer les mesures pour arriver au même niveau, sachant qu'on a déjà fait un gros travail sur les bâtiments, mais il reste encore énormément de choses à faire. Donc on n'est pas le débat a continué, enfin il est très présent maintenant avec la suppression de la valeur locative. Il y a peut-être un boom qui va arriver en Suisse où les gens vont se dépêcher de rénover leurs bâtiments avant que ça n'entre en vigueur. Vous avez de l'espoir avec ça ? Il faut pas que ce soit un coup de feu et puis après que ça s'arrête. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va prendre plus de temps, mais ça va se faire. Parce que pour des raisons qui sont évidentes, parce que je pense qu'une maison qui est mieux isolée ou une maison qui a aujourd'hui plus de chauffage fossile se vendra mieux qu'une autre qui l'a. Qui veut s'embêter avec ça ? Donc moi je dis toujours aux gens, écoutez, c'est pas une question, parce qu'on parle toujours de rentabilité en fait de l'investissement énergétique. On parle pas de la rentabilité d'une belle salle de bain ou d'une belle cuisine. Et je pense qu'en plus que c'est extrêmement rentable, parce que je pense que non seulement c'est quelque chose qui permettra d'augmenter la valeur de la maison, parce que le jour où 80% du parc immobilier a été renouvelé sur la partie énergétique, il sera plus simple de vendre une maison ou un bien immobilier qui aura été rénové énergétiquement qu'un qui ne l'est pas, donc ça augmente la valeur, et ce sera plus rapide pour le vendre. Donc ça augmente la liquidité. Et un bien immobilier, ça vaut de l'argent, donc faire quelque chose pour le rendre plus noble, pour qu'il soit mieux vendable, c'est quelque chose pour les générations qui viennent. Donc il faut, et c'est de l'investissement, c'est pas de la dépense. Alors de l'investissement, évidemment, il en faut. Avec le projet à Hautenoux, on est plus dans un investissement presque humain, j'ai envie de dire, un investissement qui fonctionne. Tarek, puisque vous êtes bien observé par les villes autour et par les autorités compétentes. Vous pensez que c'est un modèle qu'on peut exporter, qu'on peut dupliquer ailleurs ? Alors c'est bien plus qu'un modèle. Honnêtement, c'était au départ un pari. C'était de la théorie, voilà, plein de propositions, d'actions, ça s'est concrétisé. Et aujourd'hui, ce que mène DPF avec Primeo Énergie, c'est quelque chose de novateur. Novateur parce que dans le parcours insertion, vous avez des volontaires service civique, mais vous avez aussi des personnes placées sous main de justice. Et en général, les personnes placées sous main de justice, ils sont marqués au fer rouge, on les stigmatise comme étant des délinquants, et même quand ils ont payé leur dette à la société, ils continuent à avoir ce regard extérieur. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces personnes ? Ils sont présents avec nous. On a des gens qui dorment en prison le soir et qui sont présents la journée pour donner des conseils, pour accompagner, faire des projets d'animation. On a des gens qui ont des tiges, des gens qui ont des mesures judiciaires, et c'est un véritable pari, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mixité, elle est là.
C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui ont tous le même profil. On a des gens qui ont été cassés par des parcours de la vie et qui tirent vers le haut le groupe. C'est-à-dire que bien souvent, j'ai tendance à dire que les personnes placées sous main de justice, ce sont les leaders qui tirent vers le haut le groupe. Et comme vous le dites, Claudia, à juste titre, on est observé parce que on a été auditionné par des inspecteurs qui ont été diligentés par le garde des Sceaux sur ce parcours insertion qui interroge dans le bon sens du terme, bien entendu. On a participé à de nombreuses actions portées par le ministère de la Justice, notamment le SPIP 94, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour parler de cette expérience novatrice. On est sollicité sur tous les forums précarité énergétique portés par l'ALEC MVE ou par une autre association qui s'appelle Ressources Urbaines. Donc du coup, on est devenu, un modèle d'exemple avec beaucoup de relais en matière d'articles de presse aussi. Cédric, peut-être pour clore cette discussion, qu'est-ce qu'il faudra encore développer pour lutter contre cette précarité énergétique, pour que des projets comme celui de Hautenoux puissent être dupliqués ailleurs? Comment en fait Priméo Énergie peut en faire davantage? Faire d'autres quartiers, très certainement. Hein. Je crois que c'est et donner envie à d'autres personnes, comme ce podcast. Donc d'informer les gens qu'on fait des choses. Je trouve que c'est un exemple formidable. Moi, je suis extrêmement fier de ce qui se fait dans ce quartier. Et je pense qu'il faut aussi que Priméo Énergie soit prête à investir. Et c'est le cas, parce que la question, c'est qui pourra investir si les gens ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Eh bien, on est là pour ça aussi. On a un coût des capitaux propres en tant que coopérative qui est relativement bas. On a le sens du temps long. Mais combien coûte un projet à Priméo de ce type? Eh bien, ça dépend. Si on fait du chauffage urbain, ça coûte très cher. Mais si on fait que de la rénovation énergétique, ça coûte un peu moins cher. Si on fait du photovoltaïque avec la rénovation énergétique et une pompe à chaleur, ça coûte un peu plus cher. Si on fait, par exemple, des infrastructures pour la mobilité électrique, ça coûtera aussi un peu plus cher. Mais on le fera au fur et à mesure. Et on le fera avec les gens. Donc c'est là qu'il faut qu'on soit en dialogue. Mais pour un projet comme celui de Tarek et de l'association DPF, ça c'est du service. Donc ça n'a pas les mêmes coûts. Donc on veut avec ce service qu'on fait là pouvoir faire de l'infrastructure. C'est ce qu'on s'est dit avec Tarek depuis le départ. C'est faisons des exemples de services pour donner aux gens envie de faire de l'infrastructure. Et l'acceptation de l'infrastructure qui est un sujet compliqué. Not in my backyard, pas dans mon jardin. Et c'est des exemples comme ça pour que l'infrastructure soit bienvenue là où on en a besoin. Tarek, je vais vous laisser le mot de la fin. Pour vous, qu'est-ce qui serait le plus important d'activer aujourd'hui dans un quartier prioritaire? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense que c'était pas gagné. Moi-même, j'étais pas forcément convaincu quand on avait échangé avec Cédric. Je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question de me dire comment les éco-gestes et la maîtrise énergétique peuvent arriver sur le quartier prioritaire. Et aujourd'hui, c'est devenu le cheval de bataille de tout le monde, y compris de Monsieur le maire et d'autres représentants de l'État qui se servent de ce que fait DPF et Priméo Énergie comme exemple. On a même été sollicité par d'autres villes qui demandent si ce qui a été fait sur le quartier des Hautenoux est duplicable chez eux. Donc ça attise les convoitises, on va dire. Donc tant mieux. Susciter l'envie, c'est ce qu'on espère avec ce podcast. En tout cas, Cédric, Tarek, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour avoir été à l'écoute. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes où se trouvent des podcasts. Alors abonnez-vous, bien sûr. Et puis, si vous voulez voir, parce qu'il n'y a pas seulement à entendre, mais à voir ce podcast, vous pouvez aller sur YouTube, sur le canal de Priméo Énergie. Et si vous voulez en savoir encore davantage sur Priméo Énergie, eh bien c'est sur le site, c'est www.primeo-energie.ch/podcast. Et puis quant à moi, eh bien je vous donne rendez-vous bientôt avec un autre épisode. Merci Claudia, merci Tarek. Merci Claudia, merci Cédric.